Une promotion, celle de plusieurs dizaines de jeunes formés dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, sortis aujourd'hui sont au nombre de 500. Une visite, celle du ministre secrétaire général du gouvernement dans le banc d'Arguin pour s'informer sur les efforts dans cette zone. Et puis une enquête, celle entreprise par l'AAPA, c'est son enquête annuelle sur la situation de la presse en Mauritanie. Résultats ont été publiés aujourd'hui. Et puis nous avons un invité ce soir, il s'agit de monsieur Guissé Delel Abou, c'est bien correct. Vous êtes le directeur de la coopération et des études et de la coopération au ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. À tout à l'heure, bonsoir. Et à tout à l'heure, on va parler bien sûr à l'occasion de la sortie de ces jeunes dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Et voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 25 juin 2021. En 22h que nous allons commencer par une page diplomatique avec deux activités, l'une à Nouakchott, l'autre à l'extérieur. Il s'agit de deux cérémonies. La première, c'est une cérémonie de décoration. Elle s'est déroulée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. L'occasion pour le ministre donc de décorer l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. Il a été décoré de la médaille de commandeur de l'ordre du mérite national, médaille que nous voyons en ce moment sur les images. Et après donc cette décoration, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a accordé une audience aux diplomates donc de l'Union européenne à l'occasion de la fin de sa mission. Ici, le diplomate passe en revue les différents responsables du ministère des Affaires étrangères et de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur qui étaient présents à cette cérémonie. Donc, une cérémonie à l'occasion de la fin de la mission de l'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie. Elle vient par contre de commencer sa mission. Il s'agit de notre ambassadrice à Djibouti. On doit voir les images. Les voilà. Donc notre ambassadrice à Djibouti, voilà, qui vient en voiture. Et elle a présenté ses lettres de créance aujourd'hui au président djiboutien. L'occasion pour elle de lui retransmettre les salutations du président de la République et ses vœux de bonheur et de prospérité pour ce pays et son peuple. Et le président djiboutien, en retour, a chargé la diplomate donc de transmettre ses salutations au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et les vœux au peuple et à la Mauritanie. Et c'est là avant de louer les excellentes relations entre les deux pays frères. Voilà donc après les diplomatiques, l'économique ou si vous voulez le touristique avec ces dizaines de jeunes qui viennent de subir une formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. 500 en tout après une formation organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du tourisme. Donc cette formation en collaboration, en partenariat si vous voulez avec l'École nationale d'hôtellerie et du tourisme du Sénégal. Et la cérémonie donc de sortie était présidée par la ministre des tutelles. C'est un compte rendu de Bokar Baïleba. Le développement du tourisme et de l'hôtellerie passe aussi par la formation. D'ailleurs, ce sont 500 jeunes qui ont reçu leur diplôme après 6 mois de formation pilote initiée par le ministère de tutelle et en partenariat avec l'École nationale de formation hôtelière et touristique du Sénégal. Au cours de l'allocution prononcée pour l'occasion, la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Nahamid Hamdoul Mouknes,
a souligné que le programme de formation s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République, où figurent la formation et l'emploi des jeunes, ainsi que la mise à disposition des employeurs d'une main-d'œuvre qualifiée. Dans le même sillage, elle s'est félicitée du niveau de formation, soulignant le besoin du secteur du tourisme en ce genre de programme. De son côté, le président de la Fédération mauritanienne du tourisme, Mohamed El-Sherif Abdallahi, a indiqué que cette formation vise à contribuer à parfaire des talents, développer les capacités et réduire le chômage dans les rangs des jeunes. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur de l'École nationale du tourisme et de l'hôtellerie, Ahmed Zain Abedine, qui a souligné l'importance de la formation, précisant qu'elle s'inscrit dans le cadre des orientations des pouvoirs publics visant la création d'une main-d'œuvre professionnelle et apte à accéder au marché de l'emploi. Cette formation de 500 jeunes est aussi le fruit d'un partenariat sud-sud. En d'autres termes, la Mauritanie et le Sénégal continueront à travailler ensemble pour faire le tourisme et l'hôtellerie de véritables leviers économiques. Entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie, nous sommes au-delà du voisinage. Nous sommes des parents. Et de notre position de fonctionnaire, on ne fait que rendre concret la vision et la volonté des chefs d'État et des ministres des deux pays, de raffermir et de consolider les bonnes relations déjà existantes entre les deux pays. Dans ce cadre, nous manifestons la volonté de l'École nationale de formation hôtelière et touristique à accueillir des étudiants venant de la République islamique de Mauritanie, à accueillir des formateurs de la République islamique de Mauritanie, à envoyer des étudiants ici, à envoyer aussi des formateurs qui viendront continuer ce partage. Cela pour montrer qu'entre les deux structures, le partenariat doit continuer. Ce sera un partenariat durable. Nous sommes optimistes, mesdames, messieurs les ministres, que cette formation participera au rayonnement du secteur touristique de la République islamique de Mauritanie. Vive la coopération entre la République islamique de Mauritanie et le Sénégal dans les domaines de la formation hôtelière et touristique. Vive les bonnes relations de bon voisinage entre les deux pays. Pour rappel, les 500 jeunes de cette promotion avaient suivi des cours intensifs en cuisine, pâtisserie, réception, gestion de la bienderie, guide touristique, service d'étage, entre autres. Voilà donc pour la sortie de ces 500 jeunes qui étaient en formation, qui viennent de subir une formation donc, dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Et pour parler justement de ces jeunes, nous avons, je le disais tout à l'heure, comme invité ce soir, M. Guissé Djelel Abou. J'avais dit au départ M. Guissé Abou Djelel, mais l'invité m'a corrigé, puisque c'est bien M. Guissé Djelel Abou, directeur de la coopération, des études et de la coopération au ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, 500 jeunes, on va les verser sur le marché. Est-ce que ces 500 jeunes vont être tout de suite, vont avoir un emploi ou bien on les laisse comme ça en attendant que le tourisme se développe? Écoutez, on s'est posé la même question au début de la formation, comment insérer directement 500 jeunes dans le marché de l'emploi. Mais nous pensons effectivement que le tourisme a connu une période un tout petit peu difficile et qu'obligatoirement, le secteur va être relancé et que nous pensons que nous devons être prêts au moment de la relance. Tout de suite, au mois de juillet, 80% de ces 500 jeunes ont déjà trouvé des stages. Ils vont d'abord faire un stage de 3 mois. Et puis ensuite, on espère que d'ici là, certains pourront être employés, d'autres auront peut-être l'esprit d'initiative pour être des entrepreneurs. Voilà, donc, puisque vous l'avez dit vous-même, le tourisme connaît une situation difficile, Covid oblige, n'est-ce pas? Quelles sont les mesures prises justement pour relancer, ça ne dépend pas uniquement de vous, mais quelles sont les mesures prises à votre niveau pour justement favoriser la relance de ce tourisme? Voilà, nous avons donc investi dans les ressources humaines. Nous pensons effectivement qu'avant la reprise, il faut d'abord former les jeunes. Parce qu'il y a d'abord, avec l'avènement de Covid, il faut que ces jeunes soient préparés pour au niveau, par exemple, de l'hôtellerie, qu'ils sachent c'est quoi un protocole sanitaire, parce que les touristes vont devenir de plus en plus exigeants. Et aussi, il faudrait avoir en tête que quand on parle de tourisme, c'est un secteur transversal. Il n'y a pas que le tourisme en tant que tel. Il y a plusieurs activités qui sont intégrées au secteur du tourisme. Il y a la restauration, on l'a déjà dit, il y a la restauration, il y a la pâtisserie, il y a les services de bienderie. Il y a tous ces services de réception qui sont des activités qui ne sont pas automatiquement dans le secteur du tourisme, mais qui sont des activités intégrées à ce secteur. Donc, il y a énormément d'emplois qui peuvent être créés. Il y a même, je vais vous le dire, les services hospitaliers. Parce que les services qu'on fait dans le tourisme, ce sont les mêmes services dans un service hospitalier. Donc, ces apprenants peuvent aussi
en fait, être employé dans des cliniques, par exemple. C'est les mêmes services d'hospitalisation, de bienderie, de nettoyage, de femmes de chambre, d'hygiène, de protocole d'hygiène. Donc, il y a énormément d'opportunités pour ces jeunes. Il ne faut pas les mettre dans un pan uniquement secteur tourisme. Il n'y a pas que ça, c'est un secteur très large qui peut être un levier de notre économie. Maintenant, ils sont sortis. Est-ce que le ministère va s'en occuper, va les suivre, ou bien vous les laissez en pâture? Écoutez, on ne peut pas laisser en pâture. Ce sont, pour nous, d'abord, qui sommes dans le domaine, nous pensons que notre devoir ou notre rôle, c'est d'abord de prévoir, c'est de former des jeunes. Et puis, comme j'ai dit, que le secteur du tourisme doit être tiré par le secteur privé. Nous avons un partenariat avec notamment la Fédération du tourisme, qui, pour certains, notamment les hôteliers, ils ont eu du mal à recruter des jeunes, mais tous les autres services faits, on tourne sur Nouakchott. Les restaurants, ils pullulent. Oui. Quand vous faites le tour de Nouakchott, vous allez voir que partout, il y a des restaurants. Et quand on dit restaurant, il y a quoi derrière? Il y a 2 ou 3 cuisiniers, il y a des services, il y a tout un service. Et si nous appliquons notre loi, dans chaque restaurant, il y a au moins 5 emplois directs, sans parler des emplois indirects qui peuvent être aussi au service de ce secteur. Et comment se présente la situation touristique qui doit commencer? Au niveau de notre département, nous avons opté pour ce qu'on appelle le tourisme durable. C'est-à-dire justement, par exemple, c'est tout en conservant notre environnement, notre tradition, c'est de développer le secteur tout en respectant notre environnement traditionnel, préserver notre environnement touristique. Et c'est pour cela que la qualité des services est hyper importante. Ce n'est que par la qualité, qu'on peut assurer une croissance durable. Sans assurer la qualité des services, on n'aura pas de croissance durable. Croyez-moi qu'au niveau de notre économie, notre croissance est tirée par d'autres secteurs, mais il n'y a jamais eu, au niveau de ces secteurs, l'emploi. C'est le secteur du tourisme où il y a la croissance, il y a de l'emploi. D'accord. Voilà, merci monsieur Guissé Abou Jalel. Décidément, je tiens absolument à renverser les noms. Merci. Merci, vous étiez notre invité à l'occasion donc de la sortie de cette promotion de 500 jeunes, des jeunes auxquels vous avez donné des garanties, n'est-ce pas, que le ministère va les suivre. Et qui donc ils seront appelés le moment venu, le moment important, une fois que le tourisme prend son vol. Voilà. Merci encore une fois pour les réponses et pour ces précisions. Vous restez avec nous pour suivre en direct avec nous. Donc, on sait que parmi les zones touristiques, non seulement l'Adrar, mais également les côtes atlantiques, c'est là où se trouve la zone le banc d'Arguin, ce banc d'Arguin connu pour sa diversité biologique et avec ses millions d'oiseaux. Le banc d'Arguin qui a reçu aujourd'hui la visite du ministre secrétaire général du gouvernement. Précision sur cette visite, qu'est-ce qui a été fait au cours de cette visite? Précision avec notre correspondant permanent Elvara Cheibani, dont le compte-rendu est revu en français par Abdoulaye Demeba. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Diallo Amadou Samba, s'est rendu au parc national du Ban d'Arguin à Chamis afin de prendre connaissance des activités de ce parc et ses différentes composantes. Ce déplacement s'est tenu en compagnie du Wali de la wilaya d'Arle Nouadhibou Yahya Ould Cheikh Mohamed Val. Le directeur général du PNBA, Ali Ould Mohamed Salem, a présenté à la délégation les différentes composantes de cette structure ainsi que les problèmes auxquels ils font face. Le ministre secrétaire général du gouvernement s'est rendu au sein de cet édifice du PNBA qui a été érigé grâce à l'apport de l'Union européenne au sein de la salle des réunions et en présence des employés du parc. Le directeur général du PNBA a passé en revue les différentes réalisations accomplies par le parc au profit de la population locale. Il n'a pas manqué d'évoquer les défis auxquels fait face le parc afin de parer aux conséquences néfastes sur l'écosystème. Le maire de Chami, l'imam Ould Sidi, a quant à lui loué le partenariat privilégié entre la municipalité et le parc national du Ban d'Arguin au profit des populations locales. Après ces allocutions, le ministre secrétaire général du gouvernement a visité certaines composantes du PNBA dont ces logements ont été réalisés grâce à l'apport de l'Union européenne pour un financement estimé à 1,8 million de l'ancienne Ouguiya. Voilà donc pour la visite dans le Ban d'Arguin du ministre secrétaire général du gouvernement qui a tenu une réunion, c'était à Chami. Chami qui vit à l'heure de la plateforme numérique de suivi de l'évaluation du programme élargi du programme élargi du président de la République. C'est l'objet de l'atelier ouvert ce matin là-bas, ouverture présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires économiques
et de la promotion des secteurs productifs. Précision sur cet atelier, sur son thème, avec notre correspondant permanent Elvara Cheibani, compte rendu revue en français cette fois par Al-Haj Abdalladdin. Cet atelier technique de formation sur la plateforme numérique de suivi et d'évaluation du programme prioritaire élargi du président de la République entre dans le cadre du renforcement de la gouvernance. L'atelier cible en priorité les points focaux qui sont chargés de l'exécution du programme en question. Ouvrant cette formation, le secrétaire général des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Idoumou Abdi Oulgid, a précisé que l'objet de cet atelier de formation est l'exécution d'un axe primordial du programme prioritaire élargi, celui lié au suivi et à l'évaluation. Ceci, dit-il, constitue la pierre angulaire du programme prioritaire élargi. Le secrétaire général a ajouté que le gouvernement œuvre à l'exécution du programme prioritaire qui a été renforcé par un plan national multisectoriel afin de mettre en place une économie flexible et résiliente. Madame Adama Djane-Baré, représentante adjointe du programme des Nations Unies pour le développement, a salué la pertinence du thème de l'atelier qui va permettre de mettre en place un mécanisme susceptible de renforcer la transparence et le suivi continu. La représentante adjointe a souligné que sa structure fonde beaucoup d'espoir sur cette plateforme numérique qui devrait atteindre ses objectifs escomptés. 2 jours durant, 22 représentants des départements gouvernementaux et 5 contrôleurs participent aux travaux de cet atelier de formation portant sur le suivi et l'évaluation du programme prioritaire élargi. Un atelier donc sur la plateforme numérique organisée aujourd'hui et demain à Chami. Et nous restons toujours dans la zone de Dakhlet Nouadhibou avec cette visite non seulement de l'ambassadeur d'Espagne à Nouadhibou, mais également d'un navire de guerre espagnol. Compte rendu sur ces visites et d'ailleurs cadre avec l'un de nos correspondants permanents, Abdallah Izdouber, dont le compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. L'arrivée au port autonome de Nouadhibou de ce navire de guerre espagnol spécialisé dans la surveillance océanique s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et l'Espagne. La délégation espagnole a été reçue par le président de la zone franche de Nouadhibou en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Mauritanie. Le navire, dénommé Furor, est un bâtiment d'action militaire qui fait escale à Nouadhibou en provenance du golfe de Guinée. Au cours de sa visite, plusieurs activités de formation et de coopération sont prévues avec la marine mauritanienne et d'autres organismes responsables de la lutte contre la piraterie et la sécurité maritime. Passé les entretiens à la zone franche de Nouadhibou, une cérémonie d'accueil du navire s'est déroulée au port en présence du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ali ou Sidi Mohamed, entouré du directeur de cabinet du Wali de Dakhlet Nouadhibou, du Hakem de la ville de Nouadhibou, du maire de Nouadhibou, du directeur général adjoint du port autonome de Nouadhibou, ainsi qu'une délégation de l'état-major général des forces armées. À bord du navire, les délégations mauritaniennes et espagnoles ont écouté les hymnes des 2 pays pour clore cette visite. Voilà donc pour cette visite de ce navire de guerre espagnol à Nouadhibou. Maintenant, on va parler de la situation de la presse qui a été passée au peigne fin par la APA, ou qui vient d'être passée au peigne fin par la APA, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Ceci dans le cadre de son enquête annuelle sur cette situation. Une enquête dont les résultats ont été présentés aujourd'hui au cours d'un atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par la APA. Qu'est-ce qui est sorti de cet atelier et qu'est-ce qui est sorti des résultats de cette enquête? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. La presse en Mauritanie est en pleine mutation, marquée par une concurrence exacerbée entre les médias. À cela s'ajoute l'entrée fracassante du numérique dans toutes les activités médiatiques. Ainsi, cette enquête, initiée par la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel HAPA, a mis en exergue la nécessité de la mise en œuvre de bases de données au profit des acteurs médiatiques. Cette enquête annuelle sur le paysage médiatique en Mauritanie, comme nous l'avons souligné, s'inscrit dans le cadre des attributions de la HAPA prévues par la loi 026-2008 qui abroge et remplace l'ordonnance numéro 034-2006 du 20 octobre 2006 mettant en place la HAPA. Ainsi, la commission d'enquête s'est rendue dans plusieurs organes et établissements des médias pour recueillir les informations. Il faut noter également que cette enquête s'est déroulée dans un contexte marqué par la crise de la Covid-19 et dans une conjoncture économique difficile pour tous les médias.
Par ailleurs, l'un des objectifs de cette enquête est de créer une base de données numériques complète et détaillée sur les différents composants du paysage médiatique public et privé, les institutions, la presse écrite, électronique et audiovisuelle. En outre, cette enquête permettra d'identifier les forces et les faiblesses des médias, de formuler des propositions pour améliorer les performances des médias et la qualité de la régulation, de consolider les droits des citoyens à une information pluraliste et fiable. Dès lors, vous pouvez comprendre que ces objectifs ambitieux comportent des lacunes qu'il faut progressivement combler, mais d'ores et déjà, vous disposez d'une base de travail importante. Il faut préciser que cette enquête médiatique annuelle a été réalisée sur une période de 3 mois, octobre, novembre et décembre 2020. Comme vous pouvez le constater, c'est un travail fastidieux et complexe, car les statistiques sont rares et il faut souvent vérifier et revérifier plusieurs fois certaines informations. Melaïdine Beyrik est le président du comité d'études. S'est apaisanti sur les acquis, les défis et les perspectives du paysage médiatique national à travers un exposé détaillé sur le contenu de cette enquête annuelle. Pour réaliser cette enquête, les éléments de la HAPA se sont rendus dans plusieurs organes et établissements des médias pour recueillir les informations y afférentes. L'enquête annuelle de la HAPA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, sur la situation de la presse en Mauritanie, dont les résultats donc ont été rendus publics aujourd'hui. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal, avec plusieurs étapes, à commencer par le Gorgol, où se trouve là-bas le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Une visite d'information qui lui a permis de visiter plusieurs chantiers relevant de son département. Sur les différentes étapes de ces visites, un compte-rendu de notre correspondant au Gorgol, Baebieri, compte-rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Cette visite du secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a débuté par le chantier en cours de construction du Conseil régional du Gorgol. Sur les lieux, il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux qui sont achevés à hauteur de 85%. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ahmed Ould Dahi, a effectué cette visite en compagnie du Wali Moussaïd du Gorgol, Mohamed Mahmoud ou Mohamed El Mokhtar. Puis il s'est rendu au niveau de l'école primaire en construction au niveau du village de Talhaya. Il a aussi visité l'école primaire érigée à Ould Rami. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a aussi visité les établissements primaires et secondaires en cours de construction à Mbout, en plus du complexe sportif de la Mokhata de cette même localité. Il s'est par ailleurs enquis du niveau d'avancement d'une école au niveau de la Mokhata de Monguel. Le secrétaire général a à la fin de ce déplacement déclaré que cette visite constitue la dernière étape de son périple au niveau de Sédoulaïa. Ce déplacement au niveau de ces différents édifices publics fait partie, dit-il, du programme de ce département ministériel et rentre dans le cadre du programme Mes priorités du chef de l'État. Il a aussi précisé avoir visité 3 écoles à Lixeibe, une autre école à Keidi, Marama et Mbout. Il a à la fin souligné avoir insisté sur le respect des cahiers de charges et la livraison de ces ouvrages dans les délais requis. La visite d'information donc entreprise au Gorgol par le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Son collègue de l'Environnement et du Développement durable, lui, était pendant ce temps à Alleg, la capitale d'Ibrakna, Alleg, pour donc superviser l'ouverture d'un atelier de formation sur le droit judiciaire de l'environnement en Mauritanie. Organisateur de cet atelier, bien entendu, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le ministère de la Justice et l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature. Les participants à cet atelier de 2 jours, ce sont les magistrats et les responsables environnementaux régionaux. Alors, sur quoi vont porter les travaux de cet atelier de 2 jours? Élément de réponse avec notre correspondant permanent, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revient en français par Naja Jekani. Au cours de cet atelier, les participants vont suivre des présentations sur l'importance à préserver l'environnement et ses implications sur le développement durable et l'écosystème. En plus de ces présentations,
des sessions seront consacrées au cadre institutionnel et juridique qui régit le secteur. À cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a indiqué que les violations du cadre réglementaire et légal qui régit l'environnement ne sont plus un phénomène marginal. Il a indiqué que ces violations se multiplient, d'où les mesures prises afin de lutter contre toutes les formes d'atteinte à l'environnement qui constituent un frein au développement durable. Le secrétaire général du ministère a souligné que cet atelier qui vient de débuter est la deuxième étape d'une série de formations organisées par son département au profit des magistrats, d'inspecteurs de l'environnement ainsi que d'autres cadres en charge du contrôle environnemental au niveau du Brakna, du Tagan et du Gorgol. Il a déclaré que la Mauritanie, qui est soucieuse de son environnement, a traduit ses objectifs en la matière en une stratégie nationale qui vise à préserver l'écosystème et favoriser le développement durable. Les participants devraient sortir avec des recommandations de nature à améliorer leur compréhension du droit judiciaire de l'environnement. Cette formation vise à renforcer les compétences des magistrats, des délégués régionaux ainsi que des inspecteurs de l'environnement sur les mécanismes d'application de la loi. Voilà, cet atelier de formation donc sur le droit judiciaire de l'environnement en Mauritanie, coup d'envoi aujourd'hui à durée 2 jours. Un atelier qui commence, un autre qui se clôture, mais cette fois à Nouakchott. Il s'agit d'un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, qu'est-ce qui est sorti de cet atelier qui est organisé dans le cadre du projet TOM et qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres? Éléments de réponse avec Melika Nakli. Les travaux sur le bilan du projet TOM, Transparency of Mauritanian Education Budget, se sont conclus sur un certain nombre de recommandations élaborées par les participants. L'objectif de ce projet, exécuté par EcoDev et financé par la Banque mondiale, est de relever le défi de la qualité de l'apprentissage qui se dégrade en dépit des progrès significatifs enregistrés en matière d'accès à l'éducation. M. Abdallahi Ewa, coordinateur du projet TOM, indique que la recommandation essentielle tirée de ces journées nationales sur le bilan du projet est que le gouvernement, à travers ses programmes et stratégies, va renforcer au plan national le conseil de gestion des écoles primaires qui verront leur budget augmenter afin de pouvoir mettre en place une école républicaine, unique en son genre et digne de ce nom, dans les années 30, qui permettra à tous les écoliers mauritaniens d'accéder à un enseignement de qualité. Les partenaires dans le domaine de l'éducation ont énuméré un certain nombre de remarques concernant le projet TOM. Ils ont demandé un élargissement de la collaboration dans ce domaine afin que le concept d'école républicaine soit bien appréhendé. Cette première phase du projet TOM a ciblé la wilaya de Nouakchott Sud et celle du Tagan. Elle a englobé également la formation du personnel enseignant et des représentants des parents d'élèves. Donc pour cet atelier, pour faire le bilan du projet TOM qui a été clôturé aujourd'hui à Nouakchott, qui vit actuellement à l'ère d'une importante saisie de drogue, notamment de hashish, plus de 1000 kg, donc important coup de filet réussi de l'éliminer de la police à Nouakchott. C'était le fruit d'une opération très délicate, comme nous le dit Mohamed Khattat. C'est une quantité considérable de stupéfiants et de substances psychotropes qui a été saisie par les éléments de la police opérant au niveau de la capitale Nouakchott, plus précisément dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, où les limiers de la brigade antidrogue ont réussi ce coup de filet après une longue et complexe enquête de plusieurs semaines. Selon le procureur de la République, ces derniers jours et après des enquêtes longues et difficiles, voire complexes, et une infiltration ciblée au sein des membres de ce réseau, il a été procédé à l'arrestation du responsable du magasin. L'approfondissement de l'enquête avec lui a permis de mettre la main sur un premier magasin contenant 357 kg de chanvre indien. La poursuite de l'enquête a permis de remonter jusqu'au magasin principal contenant plus de 700 kg de ce produit, soit au total plus de 1100 kg de hashish, et c'est la quantité sur laquelle, dit-il, on détenait déjà des informations sur son entrée dans notre pays. L'arrestation de ce trafiquant en début de semaine a conduit à la découverte de cette grande quantité de plus d'1 tonne de stupéfiants. L'occasion pour le commissaire principal en charge de l'Office central de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de rassurer les populations que la police
est à leur service et veille à leur sécurité et leur quiétude et à la protection de leurs biens. Il a appelé les populations à rester vigilantes, à informer les services de l'ordre et de sécurité au sujet de tout ce qui peut nuire et porter préjudice à la société et qu'elles aient un sens sécuritaire pour que les efforts soient conjugués en vue d'éradiquer ce fléau qui, dit-il, a infiltré toutes les sociétés et détruit leur jeunesse. Il est indiqué que le réseau s'était ingénié à utiliser des emballages spéciaux enfouis dans des sacs pour introduire les drogues de façon intelligente dans notre pays. Donc pour cette importante saisie de plus de 1100 kg de hashish, important coup de filet réussi pour les limiers de la brigade anti-drogue. D'un fléau à l'autre, je veux parler de la Covid-19 et l'évolution de la pandémie durant les dernières 24 heures. Vous le voyez, je commence par le positif, 32 guérisons, 56 nouveaux cas, cela ce n'est plus positif. Et malheureusement, 3 décès, ce qui porte le nombre de cas depuis le début de la pandémie à 26 568, dont 19 580 guérisons et malheureusement 486 décès. L'actualité régionale à présent avec la réunion du comité régional de gestion des frontières du Oud El Gharbi, réunion qui s'est tenue aujourd'hui, donc aujourd'hui à Ayoun. Alors sur les décisions de cette réunion, Al-Hajj Abdallah Din. L'opérationnalisation de la commission régionale de la gestion des frontières au niveau de la wilaya de Oud El Gharbi et l'élaboration d'un guide spécifique propre aux mesures d'urgence, tels sont les points saillants qui ont été débattus au cours de cet atelier régional de concertation. Supervisant le lancement de cette rencontre, le wali de la wilaya de Oud El Gharbi s'est apaisanti sur l'importance de la commission régionale de la gestion des frontières qui va être mise en place. Le wali a souligné que cette commission sera un mécanisme adéquat permettant de relever les défis rencontrés au niveau de la wilaya, tout comme elle sera un outil approprié pour coordonner les efforts déployés au plan régional. Le wali a appelé les participants à faire le maximum pour garantir la réussite de cette commission. Le directeur général de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué que l'opérationnalisation de la commission régionale de gestion des frontières s'inscrit dans un plan d'action élaboré par le département afin de gérer de manière efficace les crises frontalières, quelle que soit la nature de ces problèmes. Parmi les mesures prises par son département, dit-il, la publication d'un guide simplifié sur la gestion des crises qui sera vulgarisé dans tous les points de passage. Quant aux représentants de l'Organisation internationale de la migration en Mauritanie, il a insisté sur la coordination afin d'assurer une gestion humanitaire des frontières tout en appréciant le niveau de la coordination entre son organisme et les appareils sécuritaires nationaux. À cet atelier régional de concertation prennent part des hakim et des chefs des centres administratifs, des maires des communes frontalières et des représentants des comités villageois. Et ça, c'était un reportage de notre correspondant, Cheikh Ahmidi, donc reportage revue en français par Al-Hajj Abdallah Din. On va terminer ce journal à Nouadhibou, notre capitale économique, avec cette cérémonie. On doit voir les images, cérémonie organisée par l'ONG Besme et ML, autrement dit Sourire et Espoir. Une cérémonie organisée à l'occasion du 3e anniversaire de l'ouverture de son bureau dans notre capitale économique. Et c'était l'occasion pour le maire adjoint de la commune de Nouadhibou de réaffirmer le soutien de la commune à l'action humanitaire de cette ONG. Et la cérémonie était marquée par une présentation des échantillons de son action et du bilan de son bureau depuis son ouverture à Nouadhibou. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est 500 jeunes garçons et filles qui viennent de subir une formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme.
Ici, c'est la visite dans la zone du Bandarguin, notamment à Chami aussi, du ministre secrétaire général du gouvernement. Une visite d'information donc à propos de cette zone. Et ici, c'est cet atelier organisé aujourd'hui par la HAPA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, pour présenter les résultats de son enquête annuelle sur la situation de la presse en Mauritanie. Voilà pour le rappel des titres et je vous rappelle également, bien entendu, la nécessité de vous faire vacciner. C'est très simple, allez au centre de santé les plus proches munis de votre carte d'identité. On ne vous demande pas plus et vous serez vacciné contre la Covid-19. Et n'oubliez pas non plus de continuer à respecter les mesures préventives, à savoir ne sortir que par nécessité. N'oubliez pas de vous laver les mains au départ et au retour à la maison avec de l'eau et du savon. N'oubliez pas non plus votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter la distanciation sociale. C'est des gestes très simples, des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter. Et ce sont pourtant des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Eh bien, prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.